Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter, les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver, quelle va être votre chronique aujourd'hui? Alors je vais vous parler d'un artisanat d'art et plus particulièrement de la marqueterie de paille. Alors ça a l'air complètement niche, mais vous allez voir, ça donne des résultats absolument magnifiques. J'espère que ça créera des vocations, on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre grande question du jour. Les enseignants, suffisamment nombreux ou non, ils sont au cœur des revendications pour améliorer l'école. Mais derrière cette question essentielle se cache un enjeu encore plus vaste, celui de la qualité de l'éducation elle-même. Alors comment garantir une éducation inclusive et efficace sans réduire le débat au nombre de professeurs dans nos classes? On va en parler avec nos invités. D'abord Guillaume Prévost. Bonjour Guillaume. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'école. Vous êtes un habitué, vous êtes délégué général du think tank dédié aux jeunes et à l'éducation vers le haut. Et vous êtes auteur d'une tribune dont on va parler dans un instant. Et vous êtes accompagné d'Anne Coffinier, elle aussi habituée. Bonjour Philippine. Bonjour Anne, ravie de vous retrouver. Défenseur des libertés scolaires, experte en éducation et présidente de l'association Créer son école. On en parle ensemble dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire le Clémy et un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Mes chéris, ce soir c'est Marie qui vous garde. Papa et moi on profite de la pleine lune pour aller se faire un petit dîner en amoureux. La Lune? Vous parlez bien du 5e plus gros satellite du système solaire? En même temps, avec un diamètre moyen de 3474 km, ça la met dans le top. Et comme la Terre, la Lune a un noyau très chaud, mais plus petit. Allez, faut y aller. Hein, la Lune ne va pas nous attendre. Non, mais elle va revenir dans 29 jours et demi. C'est ce qu'on appelle la période synodique. Un tour autour de la Terre, si vous préférez. Ils sont trop mignons. Non, une licorne, c'est mignon. Mais les petits Bogdanov en culotte courte, ils commencent à me fatiguer. Où est-ce que vous avez appris tout ça les enfants? Je dois avouer que j'y suis pour quelque chose. Encore elle. Mon sudoc Nozman, c'est un youtubeur, il fait de la vulgarisation scientifique. Encore lui. Papa, j'ai même trouvé une info pour toi qui adore le surf. Tu savais que les marées étaient causées Par la force de Lune et du Soleil et une force d'inertie due à la révolution de la Terre autour du centre de gravité du couple Terre-Lune. Le tout couplé à la rotation de la Terre. Terre sur son axe. Ce qui semble logique. Ah. Ils sont trop forts. Internet regorge de fausses nouvelles, mais c'est aussi une source de savoir immense. Posez-vous toujours la question, qui me parle et dans quel but? Soyez curieux, développez votre esprit critique et partagez ce qui vous passionne. Oh, j'ai une idée. On essaye de trouver Vénus. Alors c'est... Waouh. C'est magnifique. Mais non, ça c'est la parabole du voisin. Allez, on passe à notre sujet du jour. Avec une baisse de la natalité et donc forcément des effectifs scolaires à prévoir dans les années à venir, se pose alors une question. Comment repenser nos priorités pour que chaque jeune, peu importe son parcours ou son milieu, ait les meilleures chances de réussite? Cela doit-il se résumer au nombre d'enseignants, à leurs effectifs? On en discute tout de suite dans la première partie du talk avec nos invités. Et donc aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Guillaume Prévost, directeur général de Vers le Haut, et Anne Coffinier, défenseur des libertés scolaires, experte en éducation et présidente de l'association Créer son école. Guillaume, je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on commence avec vous, parce que dans une tribune publiée dans Libération le 14 octobre dernier, vous critiquez, Guillaume, l'idée de lier la qualité de l'éducation au nombre de postes d'enseignants, une idée pourtant, c'est vrai, souvent mise en avant dans le débat public, notamment par les politiques. Alors pour poser le débat aujourd'hui, est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi cette approche, justement, elle vous semble réductrice et en quoi c'est une fausse bonne réponse aux enjeux de l'éducation aujourd'hui? Alors, que le nombre d'enseignants soit un facteur clé de la qualité de l'enseignement, ça paraît assez logique. Au fond, le cœur du débat, c'est nos enfants n'ont-ils besoin que d'enseignement? Et ce qu'on voit, notamment quand on compare la France à des pays comparables, à nos voisins, aux pays de l'OCDE, c'est qu'en fait, on est plutôt mieux disant du point de vue de l'enseignement. Les Français ont de l'ordre de 10% de plus que la moyenne des élèves de l'OCDE d'heures de cours sur toute leur scolarité. Je parle de la scolarité obligatoire, donc du CP à la 3e, il y a 9 ans. Vous voyez, dans l'OCDE, on a à peu près 7500 heures
sur l'ensemble de la scolarité. Les petits Français sont plutôt à 8500. D'accord. Donc, en fait, on a beaucoup d'enseignements. On a beaucoup d'enseignements dans les fameuses matières fondamentales. Par contre, sur le handicap, sur la relation avec les parents, sur l'insertion professionnelle, sur la découverte des métiers, sur l'ensemble de l'aspect éducatif de notre système éducatif, on est plutôt en recul et on est plutôt moins disant. Et c'est probablement sur ce domaine-là que nos enfants sont un peu en difficulté. C'est probablement dans la relation à l'entreprise, dans la relation avec l'environnement de l'école que notre système éducatif est un peu en difficulté. Je pense en particulier au sujet du handicap. Et donc, vous l'avez dit, Philippine, il y a un déclin démographique. Ce déclin démographique, il offre du grain à moudre parce qu'on ne va pas massivement supprimer les emplois. Enfin, on y reviendra. Donc, est-ce qu'il faut réembaucher des enseignants ou avoir un taux d'encadrement mieux disant de l'ensemble des pays européens, ou mieux investir des domaines qu'on a pour l'instant laissés de côté dans notre école? Voilà, c'est toute la question. C'est la question que vous posez. Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez forcément réfléchi, j'imagine? Anne, est-ce que vous partagez le point de vue de Guillaume? Alors non, Guillaume, je suis désolée, je ne partage pas son point de vue. Alors déjà, vu l'état de crise avancé que connaît l'éducation nationale, c'est même plus une crise, là c'est vraiment un délitement, ça me paraît parfaitement inopportun d'essayer de couper 4000 postes. Alors je pense qu'ils ne vont pas vraiment y arriver, parce qu'il y a la saga parlementaire, la commission, le vote, passage au Sénat, bon, personne ne sait ce qui va en sortir, on ne sait même pas si les amendements au bout du bout vont être examinés, bon, donc on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que cette idée même de supprimer 4000 postes, elle est obscène. Et je suis assez d'accord avec pas mal de syndicats qui ont vraiment crié, quand même une alerte sociale qui a été lancée, ce qui est assez rare. Donc là, il y a quand même un problème. C'est une question d'économie, juste qu'on soit bien, qu'on pose le débat. C'est une question d'économie, ces suppressions de postes? C'est une question d'allocation de moyens davantage que d'économie. Aujourd'hui, on a clairement une crise budgétaire sans précédent. Donc, comme dit le président Macron, l'ère de l'abondance est finie. Et ça, c'est un fait. Donc, il va falloir couper de tous les côtés. Maintenant, ce que je vois, moi, c'est que la maîtrise, bizarrement, la maîtrise statistique de la donnée aux ressources humaines de l'éducation nationale, elle est très mauvaise. En fait, on n'a même pas des chiffres très précis du combien de professeurs qui ne sont pas devant les élèves, combien de professeurs au niveau de l'administration centrale, combien d'enseignants qui sont au niveau des rectorats. Ce qui est certain, c'est que quand vous êtes professeur, vous avez besoin de quelque chose du rectorat, vous n'avez aucune réponse, personne ne vous répond, c'est un fiasco complet. Donc c'est bien qu'il n'y a pas tellement trop de monde, sauf qu'ils ne sont pas forcément au bon endroit. Donc là, on a un problème de connaissance statistique qui est très mauvais, ça paraît fou, parce qu'on a 1,2 million de salariés et une connaissance statistique défectueuse. Pourtant, il ne date pas d'hier, quand même. Voilà. Et puis, on a aussi une approche comptable. C'est-à-dire, on a besoin d'argent, on coupe. Bon, très bien, couper, mais aujourd'hui, le taux d'encadrement en France, il n'est pas bon comparé à la moyenne de l'OCDE, puisqu'il est de 21,4 élèves par classe contre 19 dans l'UE. Donc en fait, aujourd'hui, on a quand même plus d'élèves par classe que dans l'UE. On a une langue, c'est là que je ne suis pas d'accord avec Guillaume, on a une langue qui, contrairement à l'espagnol ou l'italien, est une langue qui est difficile d'apprentissage. Et donc, il faut renforcer les fondamentaux. Et si on regarde historiquement sur les 50 dernières années, on a perdu énormément de volume horaire en français, aussi d'ailleurs en mathématiques, mais en français. Et la langue française, c'est une langue qui est la clé de la compréhension d'à peu près tous les domaines. Et comme dit Alain Bentolila, lorsque vous n'avez pas les mots pour le dire, eh ben, la violence suit. Donc en fait, la première des choses pour rétablir une bonne relation familiale, sociale, des soft skills et tout ce qu'on veut, c'est déjà avoir une maîtrise de la langue française. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Je ne voudrais pas qu'on comprenne, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait ça que dise Guillaume, mais je ne voudrais pas qu'on comprenne dans ce que dit Guillaume qu'en fait, il faut encore réduire les fondamentaux pour développer des matières annexes, parce qu'on crève des matières annexes. Je ne suis pas sûre que ça soit ça que vous vouliez dire. Alors, c'est intéressant. Merci Anne de lancer le débat, parce qu'en fait, on se rend compte que le sujet est un peu plus complexe que les fondamentaux versus les matières annexes, et que, vous voyez, on parle de littératie. Littératie, il y a apprendre à lire, mais je peux lire la boîte de Choc-à-Pic au petit déjeuner, ou je peux lire le Comte de Monte Cristo, ou je peux lire Queneau. Voilà, on se rend compte qu'on apprend aux enfants à lire, mais en fait, à partir de la 6e, ils lisent plus, il y a la traversée. Donc en fait, les outils, le déploiement de la personnalité, les aspirations ne sont pas des choses séparées. On n'apprend pas d'un côté à faire des mathématiques et de l'autre côté à réfléchir sur le budget de l'éducation nationale. C'est un tout. Et c'est en réfléchissant sur le budget de l'éducation nationale, en faisant des calculs simples, quelques grandes masses, qu'on dit « Ah non, en fait, la division, c'est assez utile. » Et la division, c'est assez utile pour avoir un premier chiffre clé.
Il y a 850 000 enseignants devant les élèves. 850 000 enseignants. 1,2 million de personnel. Vous avez 150 000 AESH. Enfin, 850 000 enseignants devant les élèves. C'est document de loi de finances. 12 millions d'élèves. Rapide division. Ça vous donne un enseignant pour 14 élèves. C'est brut. Ce n'est pas du nombre d'élèves par classe. Parce qu'il y a une dimension absolument clé qui caractérise la France, c'est la dispersion de notre système éducatif. Nous avons, depuis les lois Ferry de la fin du XIXe siècle, une école dans, plus ou moins aujourd'hui, c'est d'ailleurs un enjeu d'aménagement du territoire, dans toutes les communes de France. 50% des écoles en France ont moins de 4 classes. Ce chiffre-là, il est décisif. Ça veut dire que quand vous avez moins de 4 classes, vous n'avez pas de directeur ou un jour par semaine déchargé. Vous ne pouvez pas faire de remplacement, vous ne pouvez pas faire de projet pédagogique. C'est compliqué d'animer le dialogue avec les parents. C'est compliqué de faire le lien entre le cours de maths et la course d'orientation, puisqu'encore une fois, je pense que les deux vont de pair. Et donc, le sujet, c'est qu'on accompagne mal les apprentissages. Il n'y a pas d'un côté des fondamentaux, de l'autre côté des non-fondamentaux. Il y a une continuité de l'apprentissage. C'est presque une question de pédagogie, quelque part. C'est une question de pédagogie et de variété d'expériences. Vous prenez, c'est pas seulement une question sociale, prenez une fratrie. 3 enfants, ils sont tous différents. Tous les parents de familles nombreuses en font l'expérience. Il y en a un qui est très bon à l'école, très à l'aise avec une d'ailleurs plutôt, très à l'aise avec les concepts, etc. Et puis il y en a un, il a davantage besoin de manipuler. Et donc, notre école qui veut répondre aux droits de chaque enfant à l'éducation doit répondre aux différentes personnalités de chaque enfant. Donc il y a des enfants pour qui le cours X, Y, repère orthonormé, ah oui, c'est clair. Puis il y a des enfants, ils ont besoin d'expérimenter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, ça veut dire que c'est d'autres manières d'appréhender les choses. Dans le supérieur, on va sélectionner, mais dans le CP 3e, c'est-à-dire dans l'instruction obligatoire, on doit aller à la rencontre de chaque enfant. Et c'est ça qu'on fait mal aujourd'hui. Vous partagez cet avis, Anne? Alors, sur le fait qu'il faille diversifier l'enseignement, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un modèle unique, tout le monde rentrait dans la même boîte et ça allait très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a besoin de beaucoup plus de diversification. Ça, c'est certain. Et je pense que les écoles libres, enracinées dans le territoire, le small is beautiful, j'y crois beaucoup. Je crois que ces écoles-là ont beaucoup plus de chances de répondre à la variété des besoins. Parce qu'il faut innover, il faut répondre à des attentes différentes. C'est pour ça que j'étais un peu surpris sur ce que vous avez dit, Guillaume, sur le côté, il y a des écoles, mon Dieu, quelle horreur, qui n'ont que 4 classes, mais il y a même des écoles qui ont une seule classe, une classe unique dans laquelle les enfants font toute leur scolarité. Et c'est d'ailleurs une des forces du système français depuis des siècles. Et c'est-à-dire que la plupart des innovations ont été inventées dans les fameuses écoles rurales à classe unique. Et même des innovations type Freinet, etc. C'est-à-dire que je crois qu'au contraire, le petit cadre, le cadre local est extraordinairement fécond. Tout à fait d'accord avec Surtout, on va dire, jusqu'à la moitié du collège. Après, il faut quand même un peu brasser avec d'autres personnes. Mais quand ils sont petits, il vaut mieux avoir quelqu'un qui sont tout à fait investi et responsable de la croissance dans le savoir et dans l'épanouissement des enfants, et qui soit très cohérent dans le programme pour cause, puisque c'est lui qui fait de A à Z sur 4 ans. Voilà, donc ça donne de très bons résultats et ça donne des personnalités en général assez fortes. Et on en revient un peu au premier point, c'est que l'école, c'est bien, on apprend plein de choses. Mais c'est aussi la nature des êtres qu'on aide à faire advenir. Si on a des petits êtres qui ont peur d'eux-mêmes, qui ne croient pas en eux, qui se s'autocassent eux-mêmes, qui ont peur de déranger, qui respectent rien, ni eux-mêmes, ni autre chose, qui n'aiment pas leur pays, qui n'apprennent pas autre chose que les compétences techniques, en fait. Oui, et puis qui n'ont pas le goût d'apprendre, bon, on a tout raté. Donc, en fait, il y a aussi la formation du caractère. Et ça, sur la formation du caractère, l'école française, elle est au degré 0. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, n'importe quelle école étrangère fait mieux que nous. Donc, il faut se réveiller. Mais je ne crois pas que ce soit un coup de soft skills ou un coup de cours sur l'empathie ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Je pense que c'est vraiment à travers l'apprentissage des matières, la relation qu'on a aux autres et aux professeurs lors de l'apprentissage des matières, qu'on forge son caractère. Ce que je vous propose, parce que je sais que vous voulez réagir, Guillaume, mais il faut 1000 fois d'accord. Ouais. 1000 fois d'accord. Bon, on va poursuivre. On va poursuivre dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui, Guillaume Prévost et Anne Coffinier. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une possible vocation, celle d'artisan d'art spécialisé dans la marqueterie de paille. C'est une filière peu connue, mais remise au goût du jour aussi par une ambassadrice d'exception. Elle s'appelle Lison de Caunes. Absolument. Et la France, elle est particulièrement reconnue pour ses métiers d'art d'excellence. 281 métiers sont recensés par le ministère de l'Industrie, parmi lesquels figure celui de marquetteur de paille. Un art tricentenaire qui est remis au goût du jour par celle qu'on appelle la papesse de la paille ou une femme de paille, Lison de Caunes, médium qu'elle a porté à l'excellence et à la reconnaissance. Cette femme, elle appartient à une grande famille d'artistes, d'écrivains. C'est la demi-sœur du journaliste Antoine de Caunes. Elle est descendante du couturier Paul Poiret et elle doit à son grand-père, le designer André Groult, son goût pour cet usage de la marqueterie de paille. André Groult, il est plus connu pour son utilisation de matériaux nobles. On le voit ici à droite avec ce meuble en galucha à cajou ivoire qui rappelle les courbes du corps féminin. Montre également à gauche l'usage que le mouvement Art déco a pu également faire de ces matériaux moins valorisés, plus modestes, comme la paille. Utilisé ici, on pouvait le voir dans une évocation de la brousse qui campait ces deux tigres symétriques. Vous voulez dire, Jeanne, que la marqueterie de paille, elle est moins reconnue que la marqueterie de bois, c'est ça? Elle a été considérée longtemps comme la marqueterie du pauvre et cet artisanat, il vient en effet de la culture d'une céréale, le seigle que l'on récolte en botte, puis que l'on sèche, que l'on nettoie, donc que l'on débarrasse de ses nœuds pour ensuite venir le contre-coller dans cet atelier de Lison de Caunes selon des motifs en éventail, en pointe de diamant, chevrons, qui sont tous empruntés à cet art de la marqueterie de bois. Et les qualités de brillance, la chaleur des tons lui permettent à Lison de Caunes de venir orner tout un éventail de réalisations des plus petits meubles décoratifs ou objets décoratifs. Notamment ici, on voit dans la tradition des écrins, des chasses médiévales, cette boîte au décor des 1001 nuits. Elle peut aussi venir habiter de véritables petites scénographies, comme ici, on voit celle faite pour le flacon aux abeilles de Guerlain, jusqu'à des usages plus inattendus, notamment des habitacles de voitures. On voit ici des parements qui viennent entourer les sièges d'un concept car de la marque DS. Il y a beaucoup de commandes pour ces réalisations? Alors l'atelier de Lison de Caunes, il compte 15 collaborateurs et cet artisanat d'art, il demande énormément de temps et il est principalement destiné, vu que le temps c'est de l'argent, au secteur du luxe et de l'hôtellerie aussi. Lison de Caunes, elle enchaîne les scénographies, notamment pour les boutiques de luxe. Et en 2022, elle signe plusieurs panneaux pour la célèbre boutique du 13 rue de la Paix de Cartier. Chaque fois, elle joue avec les matériaux. On voyait une boutique tout à l'heure un peu au motif de bijoux, aux incrustations qui évoquent les couleurs du diamant. Parfois ici, on est sur des camailleux qui jouent notamment avec l'illusionnisme, en créant justement des jeux d'ombre et de lumière en fonction de la couleur des pailles utilisées, on le voyait, ou des mouvements et du volume qui sont créés à partir des différences d'orientation des fibres. Et ce savoir-faire, il lui a valu d'être nommée maître d'art et présidente des grands ateliers de France. C'est pas la seule représentante de cette technique aujourd'hui? Alors non, mais c'est vrai que c'est elle qui a remis à l'honneur cette technique, mais ces collaborations, ces formations, elles permettent au domaine de se développer et les œuvres, elles sont aussi variées que les styles de leurs auteurs. Le décorateur Vincent Darré, qui est un peu une grande figure de la déco parisienne, lui a créé des panneaux surréalistes comme ça qui étaient destinés à une salle à manger haute en couleurs. Certains artistes contemporains qui participent à un retour en grâce des savoir-faire artisanaux qui peut se sentir dans le milieu de l'art contemporain, s'y adonne également. Parmi eux, Pauline Guerrier, jeune artiste, qui a elle-même fait un stage chez Lison de Caunes. Elle va se servir de cette technique comme un peintre se servirait de ses pigments et elle fait intervenir la figure humaine ou des motifs comme l'eau qu'on n'imagine pas forcément associés à cette technique. Et ce domaine, ce qui est intéressant, c'est quand il s'associe aussi à d'autres savoir-faire. Je finirai en citant le travail d'un peintre, Cédric Pelletier, qui a prolongé l'œuvre de Lison de Caunes avec de la dorure, qu'il utilise d'une manière géométrique, et la peinture, qu'il va mettre sur cette icône de Cartier, la panthère, et dont l'aspect figuratif va jouer un peu avec l'abstraction de la paille. En tout cas, ces différents artistes, ils se situent dans une pensée du temps, une pensée du travail, de la main, qu'une phrase de Jean Renoir qui a inspiré Lison
citation de Kohn illustre que trop bien, je finirai avec ça, le travail à la machine abrutilum, dit-il, ce qui est peut-être un peu bon, mais le travail à la main, lui, l'ennoblit. Les produits d'un artisan enrichissent la vie. Chaque objet fait à la main est comme un message de son auteur. Il contient de la vie. Voilà. Magnifique. À bon entendeur. À bon entendeur, et je trouve que ces réalisations sont absolument magnifiques. C'est très beau. Merci beaucoup pour ce partage. Jeanne Dreyfus, et puis on va lancer ensemble, tous les quatre, la seconde partie du talk. Ils se disent magnifique chronique et je suis bien d'accord. Anne, on continue d'en parler justement avec vous. Anne Coffinier, défenseur des libertés scolaires, présidente de l'association Créer son école, et Guillaume Prévost, directeur du think tank Vers le haut. Alors on parlait en fin de dernière partie de différents sujets, notamment de la taille des écoles et de l'impact que ça pourrait avoir justement sur le recrutement des profs ou au contraire sur l'accompagnement des élèves si ces réductions de postes sont confirmées par le gouvernement. Guillaume, vous mentionnez notamment dans votre chronique dont on parlait, dans votre tribune dont on parlait tout à l'heure, la chose suivante. Vous dites, je vous cite, « Nos enfants ont besoin d'un collectif d'adultes autour d'eux, les enseignants bien sûr, mais des familles aussi soutenues, des éducateurs valorisés et des collectivités mobilisées. » Quelle place devraient, selon vous, occuper, Guillaume, ces acteurs et ces financements dans notre effort éducatif? Et est-ce que c'est possible, quelle que soit la taille de l'école dont on parlait tout à l'heure? Alors, effectivement, la taille importe. Notamment, la taille importe en fonction de l'âge. C'est évidemment pas les mêmes enjeux. Mais jusqu'en troisième, puisque c'est quand même qui nous occupe, l'instruction obligatoire, la famille reste le point focal. Par exemple, en termes d'orientation, on dit beaucoup, les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la famille qui est l'acteur crucial de l'orientation. Donc, oui, sur des sujets clés comme celui-ci, l'orientation, l'enseignement moral et civique, l'éducation artistique et culturelle, il paraît compliqué, l'éducation affective et sexuelle, il paraît compliqué d'aller sur des enseignements avec un contenu humain aussi fort sans embarquer les familles. Et finalement, autant on conçoit qu'il y a un programme pour les mathématiques, le français et l'anglais, autant sur des sujets comme ça qui offrent une très grande diversité d'approches, à l'exemple de votre chronique, on va parler d'artisanat, de quel artisanat on va parler, mais on va peut-être s'intéresser aux artisans qui sont autour de nous. La capacité d'un boulanger, d'un artisan, d'un chef d'entreprise, d'un éducateur, d'un entraîneur de football, à venir présenter son métier, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours à venir au collège. La capacité des parents de venir présenter leur parcours d'immigration parfois. Vous voyez, dans certaines écoles, on fait les plats des parents, on découvre des cuisines, etc. C'est une ouverture culturelle, humaine, dont les écoles ont besoin et qui permettrait de mieux soutenir les enseignants qui sont trop souvent laissés seuls face à 25 enfants. Qu'avons-nous appris des 50 dernières années? Nous avons appris qu'un adulte ne doit pas rester durablement seul face à un enfant. C'est clair, on n'a pas besoin de revenir sur les cas un peu tragiques ou des cas plus banals comme le décrochage scolaire, des enfants en situation de handicap, en situation d'échec. Les adultes doivent être en collectif face aux enfants. C'est cette révolution que notre école doit faire. Et pour ça, elle ne doit pas s'appuyer sur un appareil administratif qui distribue des millions de postes à partir de Paris via des procédures budgétaires compliquées que personne ne comprend. Qui représente 94% de son budget, l'éducation nationale, 88 milliards d'euros. Voilà un chiffre intéressant. Vous comparez aux polices-gendarmeries. J'ai pris cet exemple-là, que je trouve assez drôle. Les crédits d'éducation nationale, c'est 95% des salaires. Ouais. Dans la gendarmerie, c'est 80%. Ça veut dire que dans la gendarmerie, ils ont du matériel. Les enseignants, ils n'en ont pas. Dans la gendarmerie, ils ont des crédits, ils ont des partenaires. Les enseignants, ils n'en ont pas. Les enseignants, ils ne sont pas formés. Les enseignants, ils n'ont pas de partenaires. Les enseignants, ils ne peuvent pas monter un projet pédagogique avec le club de foot d'à côté, avec le club de poterie d'à côté, avec l'artisan. C'est ça dont les enseignants ont besoin pour enrichir leur enseignement et décliner un programme national en des modalités adaptées au territoire local. Et c'est pour ça qu'effectivement, là je vous rejoins, mais je sens qu'on ne va pas se rejoindre sur tout, la taille de l'établissement est essentielle, puisque c'est à l'échelle de l'établissement que cette fédération d'éducateurs autour de l'enseignant, autour du programme, doit se faire. Aujourd'hui, elle ne se fait pas bien. Anne, est-ce que la taille de l'établissement scolaire, de l'école, a un impact sur l'accompagnement des élèves, sur la nécessité de recruter ou pas des enseignants? Parce que vous parlez aussi, Guillaume, d'une emprise scolaire qui laisse, selon vous, sur le bord du chemin, 15 à 20% de chaque génération. Ce serait intéressant de voir ce que vous entendez par là, mais il y a aussi le sujet de l'accompagnement du handicap, aussi, les AESH, tout ça revient régulièrement sur le devant de la scène quand on parle du budget de l'éducation nationale. Ce que je crois, c'est que
les enfants se sentent vite pions, anonymes, perdus dans la masse. Et c'est pas facile pour eux de s'imaginer qu'ils ont un destin, une singularité à cultiver. Et à partir du moment où vous êtes traités comme des pions, on s'intéresse au groupe classe, on vous met dans des grands ensembles, vous avez 6 sixièmes, 6 cinquièmes, encore c'est pas les plus gros établissements, enfin bon, chaque classe a 30 élèves, on vous donne un numéro, personne ne vous connaît vraiment. Je pense que ça n'aide pas à se dire, mais moi j'ai une vocation personnelle particulière, j'ai une destinée que personne d'autre ne peut avoir, je ne la connais pas plus que ça, mais si je n'ai pas ce désir de vivre et d'affirmer qui je suis, finalement, je ne sais pas quel type de vie je vais avoir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à créer un cadre où l'enfant va avoir envie de se saisir de sa vie. Il va avoir envie de vivre. Ça paraît bête. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est ce que non. Alors, on pourrait aborder plein de sujets, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est tout ce qui est littérature jeunesse, les exemples qui sont pris dans les cours, etc. Si vous allez jusque dans les années, on va dire 80, les professeurs avaient une espèce de manie sympathique d'essayer de donner le goût de vivre aux enfants. Donc, en gros, le leitmotiv, c'était « La vie est belle ». Vous voyez les titres des histoires, vous voyez les titres des manuels de lecture, de lecture suivie, c'est magnifier la vie, donner envie de la vivre. C'est magnifique, notre pays est magnifique, la nature est magnifique, l'amitié c'est magnifique, enfin bon voilà. Donc on cachait parfois ce nombre de problèmes, c'est sûr, mais il y avait cette espèce de manière de donner envie de vivre. Et si vous regardez la littérature actuelle, la littérature jeunesse, on veut absolument les ouvrir à toute la difficulté, toutes les complexités de la vie, toutes les trahisons, les déceptions, les dysfonctionnements de la vie, très tôt. Et c'est lié à quoi ça alors, ce changement? Parce que c'est presque un changement culturel. Je pense que c'est lié à ça, c'est plus un problème philosophique, c'est lié à l'écrasement entre ce qu'on peut appeler des principes, des valeurs et la réalité des choses. On part du principe que finalement donner un idéal, finalement ça n'a plus beaucoup d'intérêt, ce qu'il faut c'est s'adapter au concret tel qu'il est. Et il arrive un moment où malgré tout, un enfant, il a quand même besoin de rêver. Il a besoin de se projeter, il a besoin de s'imaginer quelque chose. Alors pour en revenir à la question de la taille de l'établissement, dans un petit établissement, on sent moins qu'on est un fœtus de paille. On sent plus qu'on a possiblement une identité. Donc ça aide. Ensuite, dans un petit établissement et dans une relation, et là je ne suis pas trop d'accord avec Guillaume, je suis désolée Guillaume, je ne crois pas du tout qu'on ait besoin d'une masse de gens, d'une éducation collective. Je pense que aujourd'hui, au contraire, on est dans une époque où on est bombardé de sources d'influence, on est ballotté de tous côtés par des influences contradictoires et qu'on est un peu perdu justement parce que c'est contradictoire dans tous les sens. Et donc on a besoin d'un professeur qui va, si possible en lien avec un écosystème bien pensé, qui va donner une ligne de trajectoire d'apprentissage sécurisante, claire, nette et un regard personnel et continu sur vous. Et en général, les élèves recherchent l'intérêt de leur enseignant. Ils ne cherchent pas une espèce de collectivité globale, englobante, dans laquelle ils seraient inclus. Ça franchement, j'y crois pas du tout, Guillaume. Entre l'anonymat et la collectivité englobante, on peut trouver des stades intermédiaires. Il y a un point qui me paraît essentiel, c'est l'implication des parents. Notre école, l'école française, est en recul sur ce point. C'est clair, rapidement. L'enquête PISA montre que c'est décisif pour la réussite des enfants issus de familles populaires. Oui. Ça, c'est un vrai enjeu. Les parents ne sont pas assez présents, notamment les parents issus des familles populaires, et c'est une source de difficulté pour les enseignants. Donc, et je voudrais terminer là-dessus. Nos enfants ont besoin d'apprendre à penser, ils ont aussi besoin de sentir et de faire. On ne fait pas assez. On dit faire pour apprendre. Dans pas mal d'établissements libres, on dit faire pour apprendre. Comment on se donne les moyens pour que nos élèves fassent davantage, pour les impliquer davantage dans leur scolarité, dans leur avenir, et qu'ils puissent, peut-être que cette expression d'égalité des chances, elle n'est pas très juste finalement, saisir leur chance, leur destin, comme vous l'avez dit, c'est un très beau mot, donnons-leur les moyens de saisir leur destin. D'où qu'ils viennent et quel que soit leur établissement. Exactement. Et l'enjeu, ce n'est pas 5000 enseignants. Vous imaginez une entreprise qui confierait à ses administrateurs le soin de dire sur 200, on va plus ou moins créer 0,5 emplois. C'est pas sérieux. Les députés, au lieu de se soucier de 5000 emplois qui représentent 20 millions d'euros, ils devraient prendre un peu de hauteur et dire
OK, il y a 15 millions du PIC, il y a 20% de décrochage, il y a un déficit de compétences. C'est là qu'on les attend. C'est pas sur le pouillem et le bout de ficelle où, là, pour le coup, ils sont tous spécialistes. Le sujet étant peut-être de redéfinir la notion de service public d'éducation pour qu'elle inclue non seulement l'enseignement, mais aussi les sujets d'insertion professionnelle, de bien-être, de développement personnel aussi des élèves. Tout ça, on pourra en parler pendant des heures. Mais il est temps de terminer cette émission, malheureusement quand même. Merci en tout cas infiniment à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Anne Coffinier, d'abord défenseur des libertés scolaires. Je rappelle que vous êtes aussi experte en éducation et présidente de l'association Créer son école. Et donc Guillaume Prévost, auteur de cette tribune dont on a parlé, délégué général du think tank dédié aux jeunes et à l'éducation vers le haut. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours et dès demain, on se retrouve à 12h30, toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une bonne journée.